La chambre fut ouverte et des soldats furent envoyés pour récupérer les sujets de test. Ils commencèrent à hurler plus fort que jamais, et les soldats aussi quand ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. Des chercheurs russes, à la fin des années 1940, ont maintenu 5 personnes éveillées pendant 15 jours en utilisant un stimulant expérimental à base de gaz. Ils étaient gardés dans un environnement scellé, pour surveiller attentivement leur consommation d'oxygène afin que le gaz ne les tue pas, car il était toxique à forte dose. C'était avant l'ère des caméras de surveillance, donc ils n'avaient pour les surveiller dans la chambre que des microphones et des fenêtres de la taille d'un hublot en verre épais de 12 cm. La chambre était approvisionnée en livres et en lits pour dormir, mais sans literie, ainsi qu'en eau courante, en toilette, et assez de nourriture séchée pour sustenter 5 personnes pendant plus d'1 mois. Les sujets de test étaient des prisonniers politiques considérés comme des ennemis de l'État pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout allait bien durant les 5 premiers jours. Les sujets se plaignaient à peine, s'étant vus promettre, mensongèrement, leur libération s'ils se soumettaient au test et ne dormaient pas pendant 30 jours. Leurs conversations et activités étaient surveillées, et il fut noté qu'ils continuaient à parler d'incidents de plus en plus traumatisants de leur passé. Le ton général de leur conversation prit un aspect plus sombre passé 4 jours. Après 5 jours, ils commencèrent à se plaindre des circonstances et des événements qui les avaient menés jusqu'ici, et se mirent à faire preuve de sévère paranoïa. Ils arrêtèrent de parler entre eux, et commencèrent alternativement à murmurer dans les microphones et les hublots en verre teinté. Étrangement, ils semblaient tous penser qu'ils pouvaient gagner la confiance des chercheurs en vendant leurs camarades, les autres sujets captifs avec eux. Au début, les chercheurs soupçonnaient que c'était un effet secondaire du gaz. Après 9 jours, le premier d'entre eux commença à hurler. Il courait le long de la chambre à plusieurs reprises, criant à plein poumon pendant 3 heures d'affilée, au bout desquelles il continua à tenter de hurler, mais ne parvint qu'à produire des couinements occasionnels. Les chercheurs pensèrent qu'il s'était déchiré les cordes vocales. La chose la plus surprenante à propos de ce comportement était la façon dont les autres captifs réagissaient, ou plutôt ne réagissaient pas. Ils continuaient à murmurer dans les microphones jusqu'à ce que le deuxième des captifs commence à hurler. Les 2 sujets silencieux détruisirent les livres, enduisant page après page avec leurs propres excréments, et les collèrent calmement sur les hublots en verre. Les hurlements s'arrêtèrent promptement, de même que les murmures dans les microphones. Après 3 jours supplémentaires, les chercheurs vérifiaient les microphones toutes les heures pour s'assurer qu'ils fonctionnaient, car ils pensaient impossible qu'aucun son ne soit audible avec 5 personnes à l'intérieur. La consommation d'oxygène dans la chambre indiquait que tous les 5 devaient être encore vivants. En fait, c'était la quantité d'oxygène que 5 personnes consommeraient à un niveau très élevé d'exercice physique intense. Le matin du 14e jour, les chercheurs firent quelque chose qu'ils avaient dit qu'ils ne feraient pas pour obtenir une réaction des captifs. Ils utilisèrent l'interphone à l'intérieur de la chambre, espérant provoquer n'importe quelle réaction des sujets qu'ils craignaient être soit morts, soit réduits à l'état de légumes. Ils annoncèrent « Nous ouvrons la chambre pour vérifier les microphones. Éloignez-vous de la porte et allongez-vous à plat sur le sol ou vous serez abattus. La coopération accordera à l'un d'entre vous sa libération immédiate. » À leur surprise, ils entendirent une voix calme répondre une seule phrase. « Nous ne voulons plus être libérés. » Un débat éclata parmi les chercheurs et les forces militaires finançant l'expérience.
Incapable de stimuler d'autres réponses en utilisant l'interphone, il fut finalement décidé d'ouvrir la chambre à minuit, le 15e jour. La chambre fut purgée du gaz stimulant et remplie d'air frais. Immédiatement, des voix depuis les microphones commencèrent à objecter. 3 voix différentes se mirent à supplier, comme si elles imploraient pour épargner la vie d'êtres chers, de remettre le gaz en marche. La chambre fut ouverte et des soldats furent envoyés pour récupérer les sujets de test. Ils commencèrent à hurler plus fort que jamais, et les soldats aussi quand ils virent ce qu'il y avait à l'intérieur. 4 des 5 sujets étaient encore vivants, bien que personne ne puisse honnêtement considérer l'état dans lequel se trouvait n'importe lequel d'entre eux comme en vie. Les rations alimentaires au-delà du 5e jour n'avaient pas été touchées, du tout. Il y avait des morceaux de viande de cuisse et de la poitrine du sujet de test morte enfoncés dans le drain central de la chambre, le bloquant et permettant à 10 cm d'eau de s'accumuler au sol. Quelle quantité précise de cette eau sur le sol était en réalité du sang n'a jamais pu être déterminée. Tous les 4 sujets de test survivants avaient également de grandes portions de muscles et de peau arrachées de leur corps. La chair retirée et les os exposés sur le bout de leurs doigts indiquaient que les blessures avaient été infligées à la main, pas avec les dents, comme les chercheurs l'avaient initialement pensé. Un examen approfondi de la position et des angles des blessures indiquait que la plupart, sinon toutes, étaient auto-infligés. Les organes abdominaux en dessous de la cage thoracique de tous les 4 sujets de test avaient été extirpés, tandis que le cœur, les poumons et le diaphragme demeuraient en place. La peau et la plupart des muscles attachés aux côtes avaient été arrachés, exposant les poumons à travers la cage thoracique. Tous les vaisseaux sanguins et organes étaient intacts, mais avaient été retirés et posés sur le sol, s'éventant autour des corps éviscérés mais encore vivants des sujets. Le tractus gastro-intestinal des 4 sujets pouvait être vu en train de fonctionner, digérant de la nourriture. Il devint rapidement apparent que ce qu'ils digéraient était leur propre chair, qu'ils avaient arrachée et mangée au fur et à mesure. La plupart des soldats présents au centre étaient des soldats spéciaux russes. Pourtant, beaucoup refusèrent de retourner dans la chambre pour récupérer les sujets de test. Les sujets eux-mêmes continuaient à hurler pour être laissés dans la chambre et suppliaient et exigeaient que le gaz soit remis en marche, de peur qu'ils s'endorment. À la stupéfaction générale, les sujets de test livrèrent un combat féroce durant le processus d'extraction. Un des soldats russes mourut la gorge arrachée, et un autre fut grièvement blessé, ses testicules déchirés et une artère de sa jambe sectionnée par les dents d'un des sujets. Au total, 5 autres soldats perdirent la vie, si l'on compte ceux qui mirent fin à leur jour dans les semaines suivant l'incident. Au cours de la lutte, un des 4 sujets vivants eut sa rate sectionnée et se vida de son sang presque instantanément. Les chercheurs tentèrent de le sédater, mais cela se révéla impossible. Il reçut une injection de plus de 10 fois la dose normale pour un homme, d'un dérivé de morphine et continua de lutter tel un animal acculé, brisant les côtes et les bras d'un médecin. Son cœur fut observé en train de battre pendant 2 minutes complètes après l'hémorragie, au point qu'il y avait plus d'air dans son système vasculaire que de sang. Même après que l'organe vital se soit arrêté, il continua à hurler et à se débattre pendant 3 minutes supplémentaires, s'efforçant d'attaquer quiconque apportait et répétant juste le mot « encore » en continu, de plus en plus faiblement, jusqu'à ce qu'il devienne enfin silencieux. Les 3 sujets de test survivants furent lourdement restreints et migrés dans une aile médicale. Les 2 aux cordes vocales encore intactes suppliant continuellement pour recevoir le gaz, implorant d'être gardés éveillés. Le plus mal en point et blessé des 3 fut emmené dans la seule salle d'opération chirurgicale du centre. Durant la préparation du sujet pour que ses organes soient replacés dans son corps,
Il fut découvert qu'il était effectivement immunisé contre le sédatif qu'il lui avait donné pour le préparer à la chirurgie. Il luttait furieusement contre ses attaches quand le gaz anesthésiant fut apporté pour le rendre inconscient. Il parvint à déchirer la majeure partie d'une sangle en cuir large de 10 cm retenant un de ses poignets, même avec le poids d'un soldat de 90 kg tentant de le maintenir. Il ne fallut qu'un peu plus d'anesthésique que la normale pour le mettre hors d'état de nuire. Et au moment où ses paupières papillonnèrent et se fermèrent, son cœur s'arrêta. Durant l'autopsie du sujet de test qui mourut sur la table d'opération, il fut découvert que son sang contenait 3 fois le niveau normal d'oxygène. Les muscles qui étaient encore attachés à son squelette étaient gravement déchirés, et il s'était brisé 9 os au cours de la lutte pour le maîtriser. La plupart des fractures étaient dues à la force que ses propres muscles avaient exercée sur les os. Le deuxième survivant avait été le premier du groupe de 5 à commencer à hurler. Ses cordes vocales détruites, il était incapable de supplier ou d'objecter à la chirurgie. Et il ne réagit qu'en secouant violemment la tête en désapprobation quand le gaz anesthésiant lui fut apporté. Il secoua la tête en signe d'approbation quand quelqu'un suggéra, à contre-cœur, qu'ils essaient la chirurgie sans anesthésique. Il ne réagit pas pendant toute la procédure de 6 heures visant à replacer ses organes abdominaux, puis de tenter de les recouvrir avec ce qui restait de sa peau. Le chirurgien en chef déclara à plusieurs reprises qu'il ne devrait pas être médicalement possible pour le patient d'être encore en vie. Une infirmière terrifiée, assistante à la chirurgie, déclara qu'elle avait vu la bouche du patient se courber en un sourire plusieurs fois, dès que ses yeux rencontraient les siens. Quand la chirurgie se termina, le sujet regarda le chirurgien et commença à haleter bruyamment, luttant pour parler. Supposant que cela devait être d'une importance capitale, le chirurgien fit apporter un stylo et un bloc-notes pour que le patient puisse écrire son message. Le message était simple. « Continuez à couper ». Les 2 autres sujets de test subirent la même chirurgie, tous 2 sans anesthésique également, bien qu'ils durent recevoir un paralysant pour la durée de l'opération. Le chirurgien trouvait impossible d'effectuer l'opération pendant que les patients riaient continuellement. Une fois paralysés, les sujets ne pouvaient plus que suivre les chercheurs présents du regard. Le paralysant se dissipa de leur système en un temps anormalement court, et ils essayèrent rapidement de se libérer de leurs attaches. Au moment où ils purent parler, ils demandèrent à nouveau le gaz stimulant. Les chercheurs essayèrent de demander pourquoi ils s'étaient blessés eux-mêmes, pourquoi ils avaient arraché leurs propres entrailles, et pourquoi ils voulaient tant qu'on leur inocule à nouveau le gaz. Une seule réponse revenait : « Je dois rester réveillé ». Les attaches des 3 sujets furent renforcées et ils furent replacés dans la chambre, en attendant de recevoir l'ordre concernant leur sort. Les chercheurs, affrontant la colère de leurs bienfaiteurs militaires pour avoir échoué à remplir les objectifs annoncés du projet, considéraient euthanasier les sujets survivants. Le commandant en chef, un ex du KGB, voyait au contraire du potentiel, et voulait voir ce qui se passerait s'ils étaient remis sous l'influence du gaz. Les chercheurs objectèrent fortement, mais leur avis fut écrasé par la hiérarchie. En préparation pour être scellés à nouveau dans la chambre, les sujets furent connectés à un électroencéphalogramme et virent leurs attaches renforcées pour du confinement à long terme. À la surprise de tous les 3 arrêtèrent de se débattre au moment même où il fut déclaré qu'ils retourneraient sous l'influence du gaz. Il était évident que, à ce stade, tous les 3 luttaient drastiquement pour rester réveillés. Un des sujets qui pouvait parler fredonnait bruyamment sans arrêt. Le sujet muet contractait ses jambes contre les liens en cuir de toutes ses forces, d'abord à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche pour avoir quelque chose sur quoi se concentrer.
le sujet restant soulevait sa tête au-dessus de son oreiller et clignait frénétiquement des yeux. Ayant été le premier à être câblé à la machine EEG, la plupart des chercheurs surveillèrent ces ondes cérébrales avec stupeur. Elles étaient normales la plupart du temps, mais devenaient parfois inexplicablement plates. On aurait dit qu'il subissait à plusieurs reprises une mort cérébrale, avant de revenir à la normale. Tandis qu'il se concentrait sur le papier défilant du moniteur d'ondes cérébrales, une infirmière vit les yeux de l'homme se fermer au même moment où sa tête toucha enfin l'oreiller. Ces ondes cérébrales changèrent immédiatement pour devenir celles associées à un sommeil profond, puis s'aplanirent pour la dernière fois, tandis que son cœur s'arrêta simultanément. Le seul sujet restant capable de parler commençait à hurler pour être enfermé sur le champ. Ces ondes cérébrales montraient les mêmes données que celui qui venait de mourir en s'endormant. Le commandant donna l'ordre de sceller la chambre avec les 2 sujets à l'intérieur, ainsi que 3 chercheurs. Un des 3 désignés sortit immédiatement son arme et tira sur le commandant à bout portant entre les 2 yeux. Puis tourna l'arme sur le sujet muet et lui fit également sauter la cervelle. Il pointa son arme sur le dernier sujet, encore attaché à un lit, tandis que les membres restants de l'équipe médicale et de recherche fuyaient la pièce. Je ne serai pas enfermé ici avec ces choses, pas avec toi, hurlait-il à l'homme sanglé à la table. Qu'est-ce que tu es? Éructa-t-il. Je dois savoir. Le sujet sourit. Avez-vous déjà oublié? Demanda le sujet. Nous sommes vous. Nous sommes la folie qui se tapit dans chacun d'entre vous, suppliant d'être libérés à chaque instant au sein de votre esprit animal le plus enfoui. Nous sommes ce que vous cachez sous vos lits chaque nuit. Nous sommes ce que vous sédatez dans le silence et la paralysie quand vous vous rendez au havre nocturne où nous ne pouvons pas nous aventurer. Le chercheur s'arrêta, puis visa le cœur du sujet et tira. Le EG s'arrêta tandis que le sujet s'étouffait faiblement. Si près d'être libre. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un très fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.